mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. L'assassinat en 2016 de Xiaoling Zhang a rappelé un sujet trop longtemps oublié et tu, le racisme anti-asiatique. Le contexte lié au Covid également, le virus chinois selon Donald Trump, qui a vu les agressions contre la communauté asiatique augmenter, a permis de remettre le sujet sur le devant de la scène. Mais on a comme l'impression qu'il s'agirait d'un phénomène récent ou nouveau, tant les médias n'en parlent pas, ou à la fois trop mal et trop peu. Ce phénomène est pourtant loin d'être nouveau. Au XIXe siècle déjà, lorsque les puissances occidentales forçaient la Chine et le Japon à ouvrir leurs frontières commerciales, que la France colonisait l'Indochine, le racisme anti-chinois était déjà très présent. On parlait alors de péril jaune, mettant l'accent sur une Chine jugée arriérée et à la civilisation décadente. Dans l'histoire plus récente, l'opinion publique et le champ culturel s'en sont également donnés à cœur joie, notamment dans le cinéma et la presse. Fourbes, sournois, envahisseurs pour les uns, immigrés, modèles et dociles pour les autres, sans oublier les yellow faces qui consistent à se déguiser en asiatique. Les stéréotypes racistes et xénophobes n'ont jamais manqué pour qualifier la communauté chinoise et asiatique. Ces clichés servent d'ailleurs de titre à cet ouvrage, Une minorité modèle, paru chez les éditions La Découverte. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Yahan Chuang. Bonjour Yahan. Bonjour. Alors, vous êtes sociologue à l'INED et donc vous êtes auteur de cette très longue enquête qui a accouché de ce livre. Ce que je trouve très intéressant dès le départ dans ce livre, c'est la démarche que vous avez entreprise pour comprendre un petit peu les mécanismes sociaux du racisme structurel subi. Vous faites donc une sociographie un petit peu de l'immigration chinoise. Vous analysez un petit peu comment c'était avant de partir, au moment d'arriver en France. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre méthode d'enquête ? Oui, effectivement. En fait, ce livre, j'ai fait une nouvelle problématisation de ma thèse parce que durant ma thèse doctorale, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de différents entre le terrain, notamment le mouvement sans papier de 2009. Organisé par la CGT, ce qui m'a permis de rencontrer des immigrés chinois, à la fois des entrepreneurs s'installer depuis très longtemps en France et des nouveaux arrivants qui sont arrivés après 2009 et qui sont souvent dans des situations bien précaires. Un peu plus tard, grâce à quelques mouvements et mobilisations des jeunes chinois, j'ai aussi commencé à rencontrer les jeunes. Donc, quand j'ai fini cette thèse, en fait, les jeunes commencent à parler du racisme. C'est-à-dire qu'avant, il y avait aussi des mobilisations, mais à partir de 2016, les médias commencent à reconnaître l'existence du racisme. Et moi, je me disais que, en fait, la définition de racisme, c'est qu'on renvoie des individus dans des catégories figées. Donc on dit qu'un Chinois, un Asiatique, c'est tel ou tel, un Maghrébin, en Afrique, c'est tel ou tel. Mais on ne dit jamais qu'un, entre guillemets, un blanc, il est comme ça, parce qu'en fait, en tant que population majoritaire d'une société, en fait, on suppose qu'il y a une individualité beaucoup plus riche et diversifiée. Afin de s'interroger sur cette façon d'essentialiser une population, je me disais qu'au-delà d'une dénonciation moralisante, ça sera d'autant plus intéressant de démystifier tous ces stéréotypes pour montrer en fait la richesse, la diversité de trajectoires, de désirs, des envies, et aussi de manières d'intégrer la société française au sein des populations qu'on s'imagine asiatiques comme une entité homogène. Donc j'ai réorganisé ma thèse et les données selon cette vision. Voilà. D'accord. Cette méthodologie vous permet d'observer un petit peu la façon dont du coup, les migrants arrivent, tentent de s'intégrer en arrivant sur le sol français. Comment vous cernez les premiers vecteurs du racisme que subit la communauté chinoise ? Je pense qu'il y a beaucoup de niveaux différents. Le premier niveau, ce sont des stéréotypes qui sont beaucoup plus anciens, comme ce que vous venez d'évoquer, le péril jaune, qui est un stéréotype très historicisé qui a eu lieu à la fin du XIXe siècle, s'inscrit tout à fait dans une vision orientalisée qui suppose qu'il existe un Orient
comme des sujets supérieurs à tout le reste du monde. Donc, en fait, cet Occident universel, il y a des Orients comme l'Asie, comme l'Afrique, dans la Chine, comme une civilisation arriérée et peu développée, même barbare, même qui fait peur, qui va envahir l'Europe. Ça, c'est des stéréotypes très, très anciens. Ensuite, il y a des stéréotypes beaucoup plus culturalisés, tels que le stéréotype lié avec la peur par rapport à la mondialisation chinoise et tous les peurs qui incarnent, qui se projettent aussi sur les populations asiatiques ou chinoises en Europe. Du coup, dans la culture, dans les médias globalisés, on peut aussi observer toute une autre série de stéréotypes beaucoup plus diversifiés, sexués, par exemple, vis-à-vis des femmes asiatiques, n'est pas pareil par rapport aux hommes. C'est-à-dire que les femmes asiatiques, elles ont tendance à souvent beaucoup plus sexualiser, ce qui est aussi inscrit dans cette idéologie orientalisée qui suppose les femmes asiatiques orientales comme des objets sexuels à conquérir, alors que les hommes asiatiques sont très souvent à l'inverse, asexualisés, donc imaginés comme manque de charme et manque de virilité, manque de capacité à reproduire, etc. Donc c'est à plusieurs niveaux en fait. Ce qui est intéressant toujours avec cette méthode, c'est comment vous analysez la manière dont la diaspora tente de se constituer. Oui, effectivement, parce que dans mon terrain, ce que j'ai rencontré, c'est surtout des personnes qui sont amenées par l'objectif du travail, pas de raisons économiques, mais c'est très souvent derrière les besoins économiques, il y a aussi d'autres facteurs qui les inspirent, comme l'envie de voir le monde, de découvrir et faire l'expérience d'une autre civilisation, d'une autre culture, etc. Plus de liberté. Donc, je m'intéresse beaucoup plus sur à quel point, en fait, la stratégie économique, le choix professionnel qui sont parfois conditionnés par le mécanisme discriminant de la société française, contribuent aujourd'hui à leurs stéréotypes racialisants. Parce qu'il y a une sorte de reproduction sociale. Justement, vous parlez de l'insertion professionnelle chinoise en France. Il y a cette reproduction sociale des parents qui sont commerçants ou restaurateurs et des enfants qui vont être commerçants et restaurateurs à leur tour. Oui, oui. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a très souvent des images en France sur les Asiatiques. Les Chinois, ils prennent beaucoup de commerce et derrière la peur d'être envahi, c'est-à-dire une peur qui ressemble un peu comme la peur sur le produit Made in China. Derrière ça, on l'a aussi reproché, du coup, comme un refus de l'intégration. Parce qu'on suppose que l'intégration, ça veut dire aussi de ne plus faire le métier de nos parents, mais de faire un travail salarial dans le marché d'emploi classique et national. Sauf qu'on oublie, en fait, que au-delà des questions des envies et des choix, en fait, très souvent, ces choix ils sont aussi conditionnés par le mécanisme de sélection. En reprochant que les jeunes chinois ou asiatiques refusent de s'intégrer au marché principal, à la communauté nationale, en effet, on remet toutes les responsabilités sur leur dos, alors que très souvent, en fait, c'est un processus qui joue à double sens, en fait. Et justement, en parlant d'intégration, si je comprends bien votre livre, il y a quand même cette tentative de s'intégrer. De toute façon, c'est l'injonction qui est faite à chaque génération d'immigrés par les Français. Cette injonction, elle passe par, donc on s'intègre, et la communauté chinoise le fait par le travail. Mais j'ai l'impression que, en fait, quoi qu'il fasse, ça aura toujours pour conséquence que de renforcer les stéréotypes. Enfin, en sociologie, quand on essaie de mesurer l'intégration des immigrés, on a tendance à distinguer l'intégration professionnelle, dans le fait on trouve ou pas un travail, l'intégration culturelle dans la façon de vivre, y compris qui on rencontre, les amis, le choix de conjoint. Enfin, du coup, aussi l'intégration politique, on se mobilise pas, est-ce qu'on vote ou pas en tant que citoyen. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que si les Chinois, ils ont prouvé qu'ils réussissent à s'intégrer, à réussir au niveau professionnel ou à l'école, quand on dit « Ah, mais ils ne s'intègrent pas », en fait, ça veut dire, on pense que le fait de reprendre l'entreprise familiale, ça va contribuer à reproduire le schéma et la coutume de leurs parents primo-arrivants. Du coup, ça pourrait empêcher leur intégration
dans la dimension culturelle, voire politique. Donc, effectivement, il y a une sorte de confusion sur cela aussi. Mais en effet, en sociologie, dans les études sur d'autres pays ou bien sur d'autres minorités, on a aussi tendance à penser qu'effectivement, toutes ces différentes dimensions de l'intégration ne vont pas forcément ensemble. Effectivement, il se peut que parfois, ça produit des résultats contradictoires. Donc, il n'y a pas un schéma, un modèle qui est mieux que l'autre. C'est juste de différentes façons de participer à la société française, devenir français. Mais effectivement, tandis que d'autres minorités sont peut-être plus souvent rapprochées pour leur défaut d'intégration, entre guillemets, économique. Je pense que les Chinois, du coup, ils sont beaucoup plus rapprochés pour leur l'intégration culturelle à cause de l'existence du marché ethnique du travail. Pourtant, il y a cette intégration politique, parce que vous évoquez beaucoup les stratégies pour se constituer en association, ou aussi pour se rapprocher des syndicats comme la CGT, ou même des élus locaux comme à Belleville ou à Aubervilliers. Pourtant, à chaque fois, on revient à une sorte de statu quo dans les relations entre l'immigration chinoise et la population française. Oui, effectivement, c'est ça qui est très intéressant aussi. C'est-à-dire que quand on reproche un individu ou un groupe pour dire qu'ils ne sont pas culturellement suffisamment intégrés, ça suppose que l'intégré voulait dire devenir comme une population majoritaire, même si cette population majoritaire il est aussi diversifiée et individualisée comme les autres groupes minoritaires. Alors que, en fait, pour les immigrés, je pense que intégrer voulait surtout dire obtenir des droits. Donc, en fait, c'est ça, j'essaie de montrer dans mon livre, que les populations chinoises, quel que soit leur statut, quelle que soit leur durée d'être en France, en fait, ils participent quand même dans différentes formes de mobilisation, parfois plus communautaires, mais très souvent aussi accompagnées par d'autres associations françaises. Par exemple, dans les années 90, beaucoup des populations chinoises, ouvriers chinois, ils ont aussi participé à la grève de sans-papiers, accompagnés par la Ligue des droits de l'homme. En 2009, ce sont donc la CGT, le syndicat qui les a accompagnés encore une fois pour lutter pour leurs droits de séjour et droits de travail. Et un peu plus tard, du coup, à partir de 2010, j'ai pu observer plusieurs mobilisations au nom contre l'agression, contre le racisme, qui sont de plus en plus donc, menées, gérées par les jeunes asiatiques d'origine chinoise, par les jeunes français d'origine asiatique, qui sont donc des citoyens français à part entière. Bah oui, d'ailleurs, justement, puisqu'on parle du coup vu que vous parlez des enfants d'immigrés, ça me fait penser au couple Alexandre et Delphine. C'est un des cas de figure que vous exposez dans votre livre. Et donc, du coup, ce sont des enfants d'immigrés chinois qui décident d'ouvrir un bar tabac en Normandie. Leur histoire est assez marquante parce qu'ils pensent en ouvrant un bar tabac que, justement, c'est un premier pas dans l'intégration culturelle. Et en fait, c'est tout le contraire qui se passe, encore une fois, pour parler des effets contradictoires que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, voilà. Je pense que depuis quelques années, en fait, le fait que de plus en plus des personnes asiatiques deviennent gérantes ou bar tabac, ça crée pas mal de imaginaires, des polémiques dans la société française. Si vous regardez sur YouTube, en fait, il y a pas mal de reportages médiatiques ou des petits clips qui essaient de se moquer de ces Asiatiques ou ces Chinois qui gèrent le bar tabac, parce que bar tabac est considéré comme un noyau dur de la société française. C'est là où se rencontrent, on joue le PMU, ce lieu de rencontre qui est associé avec le vin, avec la gastronomie. Pour nous, c'est carrément inimaginable qu'aujourd'hui, ça soit associé avec une population de minorités visibles. Mais en effet, bar tabac, comme beaucoup d'autres métiers, depuis longtemps, en fait, ça fait partie de métiers qui sont très souvent gérés par des niches ethniques, par des immigrés. Donc, on sait que pour le bar tabac, avant que les Asiatiques s'investissent dans cette niche, ce sont surtout pris par les Auvergnats et les Kabyles.
Donc les Auvergnats sont des migrations internes, les Kabyles sont des migrations internationales. Mais pourquoi ça? Parce que c'est aussi un métier très dur où il faut travailler beaucoup et il faut posséder certains capitaux économiques pour pouvoir acheter le fonds de commerce. Et ce faisant, du coup, c'est très souvent cantonné parmi des entrepreneurs immigrés qui appartiennent à des origines similaires. Et on peut trouver la même histoire chez le secteur du textile, qui était auparavant géré par les Juifs et aujourd'hui Chinois et d'autres populations asiatiques. Donc, ce sont des métiers qui ont leur propre logique professionnelle, qui sont peu attirants, encore une fois, pour les populations, entre guillemets, d'origine de souche, c'est-à-dire des populations qui ont plus de choix. Mais on est censé être reconnaissant que du coup, il y a toutes ces populations immigrées qui peuvent sacrifier leur qualité de vie pour que nous puissions avoir un lieu de rencontre. Mais si on regarde la média, en fait, ça devient un phénomène qui participe à la peur, à la stigmatisation de populations asiatiques. Encore une fois, ça a renforcé le reproche qu'ils restent entre eux, ou bien même des reproches, des soupçons que est-ce qu'il y a des blanchissements d'argent, etc. Mais en fait, c'est juste une succession des entrepreneurs ethniques dans différents moments historiques. En fait, cette histoire du bar tabac, quand je vous lis, ça a renforcé en fait tous les clichés sur oui, effectivement, les Chinois sont des mafieux ou des envahisseurs. Oui, et par ailleurs, la France n'est pas le seul endroit où on témoigne un tel phénomène, parce que si vous allez si on va en Italie aujourd'hui, en fait, parce qu'en Italie, il y a aussi beaucoup des immigrés chinois qui commencent à s'installer depuis les années 80. On trouve des logiques tout à fait parallèles, c'est-à-dire que les jeunes deuxième génération italienne d'origine chinoise aujourd'hui, ils sont aussi de plus en plus nombreuses à racheter le café, sauf que ce sont aussi souvent des cafés un peu plus populaires comme le bar tabac chez nous. C'est pas le café très haut de gamme, très chic, hipster, c'est plutôt des cafés pour des classes populaires. Et là, c'est les Chinois qui gèrent. Et je pense que le café pour les Italiens, ça ressemble un peu le vin ou le gastronomie pour les Français. D'accord. Comme on parle des enfants d'immigrés chinois qui, en plus, dans les cas de figure que vous exposez, ont fait de longues études pour la plupart, tous en fait même, finalement, ils se retrouvent à nouveau, malgré ces études-là, entraînés dans la spirale de la reproduction sociale. Et donc, les parents avaient un restaurant ou une entreprise de textile, les enfants investissent dans des bars tabac. Est-ce qu'il n'y a pas un espèce de plafond de verre social, une discrimination sur le marché de l'emploi qui justement contraint cette ascension sociale et cette intégration culturelle de la communauté chinoise? Pendant tout mon enquête de terrain depuis 2009, j'entends très souvent qu'ils soient la première génération, les vieux commerçants ou les enfants qui sont éduqués en France. J'ai entendu très souvent il y a une peur par rapport à leur investissement. C'est-à-dire qu'ils vont dire que c'est bien de faire des études, mais est-ce que toutes ces études, ça va pouvoir contribuer à un vrai emploi, ou bien tu fais un bac plus 5, bac plus 8, mais au final, tu vas comme rentrer, travailler comme nous, en fait. Donc, il y a en fait une sorte de crainte de la part des parents. Et pour les enfants, ça se traduit aussi à un stress, une obligation de justifier quand on a envie de faire des études, une obligation de réussir qui est souvent très lourde. Et sous ce sens, je pense que ce que connaissent les enfants asiatiques ne sont pas différents par rapport à d'autres minorités, parce que à l'INED, selon l'enquête trajectoire et origine, on a déjà trouvé qu'en fait les enfants immigrés maghrébins et noirs, effectivement, pour eux, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un stage et ensuite de trouver un emploi stable après leurs études par rapport aux populations majoritaires ou par rapport aux enfants immigrés mais d'origine européenne, c'est-à-dire Italie, Portugal, Allemagne, etc. Et pour l'instant, il n'y a pas encore des chiffres, des statistiques fiables sur les enfants chinois ou asiatiques, mais dans 1 ou 2 ans, ça va être bientôt disponible. Mais je pense qu'il
selon cette tendance, en fait, et selon ce que ressentent les enfants immigrés à l'école, notamment à l'éducation supérieure et les stages après l'éducation, après leur diplôme, du coup, le moment de stage, je pense qu'effectivement, c'est peut-être pas forcément intentionné, mais on sait tous que savoir parler français, maîtriser bien français et avoir des parents qui ont des capitales sociales, des réseaux un peu plus cotés, tout ça, ça pourrait très bien aider à l'insertion professionnelle, notamment dans le contexte aujourd'hui. Du coup, les enfants asiatiques, dans ce sens-là, ils sont donc dans un double handicapé, à défaut de capital linguistique et le capital social de leurs parents. D'accord. En fait, donc tout ça, en fait, c'est une ostracisation sociale si forte que ça pousse finalement, si je vous comprends bien, à une sorte d'auto-exclusion sociale. Mais est-ce que aussi, en introduction, j'évoquais la posture des médias dans le traitement du racisme anti-asiatique. Est-ce qu'elle n'a pas aussi une forme de responsabilité? Parce que je cite à un moment donné une du point que vous avez évoqué, qui dit l'intrigante réussite des Chinois français. Alors j'imagine qu'il y a un lien avec le fait que maintenant la Chine soit une puissance, une des plus grandes puissances hégémoniques au monde, mais on est quand même dans une terminologie qui flirte presque avec le complotisme. Est-ce que tout ça peut aussi contribuer à une méfiance redoublée de la part des Français à l'égard de la communauté asiatique? Oui, effectivement, je pense que pendant longtemps, en France, on a du mal à inclure les populations asiatiques dans l'imaginaire de victimes de racisme. Quand on pense au racisme, on pense plutôt à d'autres communautés, minorités qui sont d'origine du continent d'Afrique. Mais le Covid-19 nous a très bien montré que, en fait, la peur sur la Chine, qui mélange à la fois la peur jeune et la peur sur la Chine contemporaine, dans le sens du complotisme, en fait, ça existe réellement. Et ça se projette sur toutes les populations, bien sûr qu'en Chine, en fait, donc toutes les populations asiatiques. En ce qui concerne la représentation médiatique, même avant le Covid-19, en fait, si on regarde la couverture médiatique, si on regarde les quelques hebdomadaires courants en France, tous les quelques mois, on a comme habituellement des couvertures qui partent de régime de Pékin, de la mondialisation, économique menée par la Chine, de son modèle politique autoritaire comme une sorte de menace à notre façon de vivre ici en France. Certes, tous ces reportages, ils ne font pas forcément exprès à dire que ce qui s'est passé à la Chine sera recopié en France, sera reproduit en France. Mais en fait, toute cette représentation très outdoorisante sur la Chine, ça contribue du coup au mécanisme de racialisation des Asiatiques aussi. Ça continue à renforcer l'image des Asiatiques comme des corps étrangers dans notre communauté nationale française. Et c'est donc des mécanismes qui ont été révélés par la Covid-19 et qui ont poussé donc les enfants asiatiques à se mobiliser et à dénoncer. Est-ce qu'il y a des mécanismes sociaux en fait qui tendent à rendre le sujet du racisme anti-asiatique aussi invisible médiatiquement? Oui, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Première raison, c'est cette confusion autour de stéréotypes de minorité modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des stigmates qu'ils en ont en tant que population moins intégrés, qui restent entre eux, replis, etc. Mais effectivement, pendant longtemps, on a aussi tendance à les penser comme des bons immigrés, des immigrés qui ont moins de problèmes, qui réussissent. C'est le stéréotype positif. Voilà, tous ces stéréotypes positifs qui contribuent donc à invisibiliser d'autres traitements beaucoup plus injustes et stigmatisants, parce qu'on a du mal à les imaginer comme victimes du racisme. Deuxièmement, je pense que finalement, c'est aussi lié au fait qu'il n'y avait pas des mobilisations visibles avant 2010, même s'il y a des mouvements qui participent avec d'autres organisations. Mais puisque le sujet de racisme eux-mêmes n'ont pas été présents dans l'espace public pour dénoncer ce traitement, du coup, notre stéréotype, notre regard sur ces populations demeure articulé, toujours associé avec tous ces stéréotypes entre guillemets positifs.
En fait, ces mécanismes ont tendance à laisser penser que le racisme anti-asiatique est quelque chose de nouveau, presque, alors que pas du tout. En fait, justement, on parlait tout à l'heure du péril jaune, mais il y a aussi, quand les puissances occidentales qualifiaient la Chine de pays malade de l'Asie au XIXe siècle, on peut historiographier ce racisme anti-asiatique. Oui, effectivement. Je pense que c'est trop peu parlé dans la média, c'est trop peu parlé dans le manuel à l'école aussi. Par exemple, je me souviens en mars, quand il y a la tuerie des 6 masseuses asiatiques aux États-Unis, à Atlanta, en France, il y a très peu de couverture médiatique en fait. Donc, pendant qu'une grande partie des populations asiatiques qui sont en train de protester contre le racisme aux États-Unis, en France, on sent qu'il y a une double distance culturelle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la distance par rapport aux États-Unis, mais je pense qu'il y a aussi une distance culturelle par rapport à l'Asie, par rapport à la Chine. Donc c'est aussi pour ça que quand on pense au racisme, on peut facilement penser aux populations issues de anciennes colonies en Afrique, parce qu'on a une histoire beaucoup plus imbriquée, peut-être un peu harmonieux, mais au moins très proche. Ils sont là depuis très très longtemps, depuis au moins 3 générations. Mais c'est vrai que pour les Asiatiques, ils étaient tellement peu visibles, on n'en parle pas vraiment dans le manuel de l'histoire. On parle très peu sur la colonisation en Indochine aussi. Oui. Du coup, je pense que déjà, c'est pas facile de comprendre les différents pays asiatiques au sein de ce groupe, au sein de cette appellation. Et d'autant plus pour comprendre d'où il vient, depuis quand, qu'est-ce qu'ils font, et jusqu'à une possible réflexion sur l'existence du racisme. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en fait. En plus, au 19e siècle, c'est vrai que c'était large. Après le traité de Nankin, il y avait une présence internationale à Shanghai. La France y était. La colonisation de l'Indochine. Il y a eu aussi tout ce qui s'est passé avec l'ouverture des frontières commerciales au Japon. Donc la France a une histoire avec, en termes de relations internationales et de colonisation avec l'Asie. Ernest Renan lui-même avait des termes pas très élogieux à l'égard de la Chine. Donc en fait, cette histoire, elle existe aussi bien que celle qui concerne l'Afrique. Pourquoi c'est... Oui, mais on ne traite pas sérieusement. Parce que moi, en tant que sociologue, je travaille avec beaucoup d'autres pays aussi. Je peux vraiment sentir qu'en France, dans le monde académique, il y a un intérêt relativement peu par rapport à l'Asie, si on compare avec d'autres pays aussi. Donc... Mais du coup, comment s'organise la riposte ? Parce qu'il y a une riposte maintenant, mais j'ai l'impression quand même que la capacité de la communauté chinoise à se constituer comme une vraie diaspora, c'est pas allé toujours de soi. Elle a été très contrainte, j'ai l'impression. Disons que ça commence. Donc ça passe par plusieurs approches. Premièrement, il y a une approche plus imitation ou l'influence convergence entre des minorités. Ça, je commence à voir parce que beaucoup des jeunes asiatiques que j'ai rencontrés dans mon terrain, ils ont en effet grandi dans le quartier populaire et multiethnique à nord-est parisien. Donc, je connais beaucoup des enfants asiatiques qui commencent à Montreuil, à Bobigny, Lac-Neuve, Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, grosso modo. Et ils sont habitués dans des environnements très multiethniques, multiculturels. Ils peuvent facilement trouver une ressemblance de leur propre situation d'être discriminés par rapport à leurs amis et camarades, en fait. Donc, premièrement, il y a cette envie de se mobiliser et de construire un front commun avec d'autres minorités pour essayer de déconstruire le modèle sociétal actuel française et de plutôt appeler vers un tournant multiculturaliste. Et parlons de multiculturalisme, du coup, on peut aussi parler de représentation, c'est-à-dire qu'au-delà de questions dans le domaine du travail, en fait, tous ces mécanismes de discrimination et d'exclusion à l'école ou au travail, ça renvoie aussi à ce qui s'est passé dans notre imaginaire dans le domaine de représentation culturelle. Du coup, il y a aussi de plus en plus des asiatiques qui travaillent dans le domaine médiatique, c'est-à-dire cinéma, radio, littérature, télévision. Je vois aussi qu'eux, ils s'intéressent à travailler avec d'autres minorités pour dénoncer un manque de représentation des minorités dans ce domaine. Je pense que ces mouvements, en fait, ça va continuer. Ça a commencé timidement avec quelques commerçants, quelques travailleurs
qui ne connaissent pas forcément le code de mouvements sociaux en France. Mais aujourd'hui, on fait avec les jeunes asiatiques. Il y a une identité qui est en train de se créer entre les Chinois et d'autres jeunes asiatiques. Et aussi, ça commence à s'ouvrir vers d'autres minorités. Je pense qu'en long terme, ça pourrait construire un combat à la fois politique, légal, mais aussi culturel, qui est très intéressant. Oui, en fait, vous parlez même de communauté panasiatique, en fait, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, là, on parle beaucoup de la communauté chinoise parce que c'était l'angle de votre ouvrage, mais quand on regarde, par exemple, le contexte du Covid-19, c'est le racisme et l'augmentation des agressions, c'est pas sur les Chinois stricto sensu, c'est sur la communauté asiatique, ceux qui peuvent être originaires du Laos, du Vietnam, etc. Eux aussi ont subi cette augmentation des agressions. Effectivement, oui. En fait, parce que au départ, la banalisation des agressions, des vols d'argent vise les Chinois parce que les Chinois donnent un stéréotype que tous les Chinois sont commerçants riches. Donc ça a contribué à certaines banalisations de vol et d'agression. Mais finalement, du coup, à force de penser que toutes les populations typées chinoises sont riches, du coup, finalement, ça influence aussi à toutes les populations typées asiatiques. Donc, dès le début, en fait, au début des années 2010, quand les collectifs essaient de traiter la question du vol, il y a déjà usage de ce mot, les Asiatiques comme victimes d'agression. Mais à l'époque, en fait, les personnes qui militent restent principalement des Chinois parce que c'est aussi une population un peu plus structurée grâce à leur travail, grâce au réseau professionnel. Sauf qu'à partir de 2016, en fait, on voit déjà qu'il y a une solidarité tissée entre les jeunes d'origine de Chine continentale et d'autres pays comme la sud-asiatique, l'Asie du Sud-Est. Et à partir de 2019, finalement, on sent que cette question du racisme, finalement, concerne vraiment tous les jeunes, toutes les populations considérées comme asiatiques, quelles que soient les origines. Qu'en réponse à cette hostilité, cet antagonisme, du coup, une nouvelle identité se construit aussi parmi toutes les populations qui s'identifient comme asiatiques, y compris des personnes qui sont adoptées, qui sont d'origine asiatique, mais adoptées par les Français, en fait. Donc, en fait, il y a une prise de conscience, une politisation accrue au regard du racisme subi. Et donc, là, la lutte va commencer à pouvoir mieux s'organiser. Oui, je pense qu'au fur et à mesure, en fait, la cause s'élargit aussi de plus en plus. Et même si ça commence par la question de l'agression, mais aujourd'hui, en fait, ça s'interroge sur tous les domaines, à la fois politiques, légaux, mais aussi culturels. D'accord. Merci beaucoup, Yann. Merci. Merci à tous qui avez suivi cette émission. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager. Vous pouvez aussi faire des dons ou devenir sociétaire de la nouvelle coopérative Le Média. Sur ce, je vous dis ciao.